Merci beaucoup pour ton volontariat, parce que parfois on va chercher des gens, on dit je veux ce métier, je vais chercher cette personne. Et figurez-vous que Maxime m'a écrit en disant j'ai plein de trucs à dire, je peux venir. J'ai dit allez, viens, c'est parti. Avec Euh, plaisir. Super, plaisir partagé. Donc on est sur un hors-série, on a appelé ça comme ça. Donc là, on n'est pas sur le cas habituel, si je puis dire, d'un poste en CDI, pépouze, dans le privé, je ne sais pas où, en R&D ou plus éloigné de la R&D. On est sur le thème du postdoc. Donc, comment, pourquoi, quand, où, avec qui, très important, sur quel sujet. On va parler un peu de tout ça, peut-être un peu des surprises, des choses que je ne connais pas encore, j'espère. Alors, Maxime, tu as 35 ans. Oui, Tu es docteur de... Alors, c'est l'université, c'était Neuchâtel, c'est ça, en c'est Suisse? ça. Université de Neuchâtel en Suisse romande. Très bien. Et c'était... Alors, rappelle-moi, je ne sais plus, c'était en quelle année? Alors, j'ai soutenu en 2015. Mhm. Donc, Félicitations. ouais, merci. Septembre 2015. Particularité d'ailleurs des thèses en Suisse, c'est qu'il y a une présentation privée suivie d'une présentation publique quelques semaines plus tard. Donc, Ah, très bien. Mais ça, c'est c'est très intéressant. sérieux. Pardon. C'est très sérieux. Et ensuite, c'est la fête pour la présentation publique où on peut un peu se détendre et faire de la vulgarisation scientifique qui est super intéressant. Ah bah c'est canon, bah on apprend déjà des trucs au bout de 2 minutes, c'est génial. Est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat rapidement, est-ce qu'il y a des gens qui sont en master ou est-ce que vous êtes en thèse ou racontez-nous un peu votre vie, alors rapidement, hein, mais voilà, par rapport à votre profil, je ne vous connais pas encore tous. Et puis bon, sinon j'ai dormi entre-temps et je ne me rappelle plus. Donc n'hésitez pas à nous mettre un petit mot. Je suis en thèse, je suis docteur au chômage et c'est génial. Alors, Amélie, en fin de première année de thèse, eh ben, j'espère que c'était une première année enthousiasmante. Troisième année pour Linda, dernière année pour Victoria. On croit en toi. Carla, troisième année. Après, alors je suppose que vous êtes tous et toutes en thèse en France. Dernière année pour Emeline. Bon, on a des gens qui se posent des questions au niveau postdoc, je pense. Docteur en cours de reconversion vers le privé. Excellente réponse, Samia. Je le Voilà. savais déjà, en fait. Samir a trouvé Résilience, donc je pense que ça va bien aider. Dernière année aussi pour Erwan. Ok, super. Merci pour vos réponses. Donc, compte tenu de tout ça, on va peut-être passer, entre guillemets, rapidement sur la thèse, même si on a envie d'en savoir un peu plus, et vraiment axer sur le postdoc si on n'a pas de master dans la place. Du coup, j'aime bien commencer avec cette question. Maxime, pourquoi cette folle idée de faire une thèse? Alors, pourquoi? Quand, Pourquoi pas? oui, pourquoi pas. Je me rappelle toujours quand j'étais au lycée, on va dans ces CIO et puis on voit métier zoologiste. On dit zoologie, c'est quoi zoologie? Tiens, ça m'intéresserait bien. J'ai toujours été passionné par la bio. Ouais, ça peut être bien. Ouais, 8 ans d'études quand même, c'est long. Mhm. Et puis finalement, une licence en biologie, un master en écologie et éthologie, donc écologie comportementale. Donc, voilà. Puis durant ce master, j'ai fait des stages en recherche. Et du coup, je me suis dit, la première année, je veux faire un stage en recherche, voir ce que c'est. Puis peut-être qu'en deuxième année, je pourrais faire un stage dans le privé. Et puis peut-être changer, on verra. Et en fait, je suis tombé dedans, la recherche. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Donc stage en Finlande en première année. En Euh, Finlande. oui, en Finlande. Oui, Pourquoi la Finlande? alors la raison, c'était parce que je voulais apprendre l'anglais. Alors, je sais, en Finlande, ils parlent finlandais, mais ils sont tous bilingues en anglais. Et puis, c'était aussi de se forcer à, bon, déjà, avoir autre chose et se forcer à travailler l'anglais, à s'améliorer. Parce que, bah, en recherche, justement, l'anglais est quand même la première langue utilisée. Tout à fait. Puis après, bon, bah, je suis revenu en deuxième année de master. J'ai dit à ma copine de l'époque, qui est devenue ma femme, je lui ai dit, t'inquiète pas, je resterai en France pour mon stage. Donc, je suis resté en France, je suis parti à La Réunion, donc c'était pas très. La porte à côté, Voilà, hein? la porte à côté. Donc, voilà, c'est pour l'anecdote, mais c'était pas forcément évident, du coup, la séparation. Mais elle m'a ensuite rejoint. J'ai fait un an à La Réunion en plus avec elle. Et puis, je travaillais sur les moustiques. Et j'ai Ah, trouvé ma thèse sur les tiques en Suisse, donc transmission vectorielle de la maladie de Lyme.
C'est parfait. Alors forcément, moi, je ne suis pas objective dans tout ça, hein. J'ai un amour immense, incommensurable pour les moustiques. J'ai aussi travaillé sur la borréliose de Lyme quand j'étais en première année de master. Et puis, une tranche de vie à La Réunion, ça ne se refuse pas. Bon, après, moi, j'ai choisi de ne pas trop travailler, mais c'est un autre débat. Ok, donc c'était un peu à chaque fois l'envie de voir plus loin. Tiens, 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 tu t'es un peu laissé porter. Exactement. Et puis, justement, pendant que je travaillais sur les moustiques à La Réunion, je faisais un volontariat civil à l'aide technique. Et il y avait peut-être la possibilité de faire une thèse, mais c'était toujours des peut-être. Et moi, je voulais vraiment faire une thèse parce que tout ce développement de la recherche, tout ce que j'avais fait, je me suis dit, bah oui, mais la suite, c'est si je veux vraiment continuer là-dedans, ce qui me plaît, c'est il faut que je fasse une thèse. Et donc, cette envie, quand j'ai vu cette offre de doctorat en Suisse, bah, j'ai postulé. Et une différence qui est assez marquante avec la Suisse, c'est quand on cherche un doctorat en Suisse, c'est le prof qui va recruter, comme on va recruter un postdoc ou comme une boîte privée va recruter un employé. C'est-à-dire que c'est le futur directeur thèse qui va recruter vraiment la personne. Et puis, bah, si ça match, si la personne veut bien, bah, hop, vous pouvez commencer une thèse. Ça ne passe pas forcément par les écoles doctorales comme ça peut l'être en Il n'y a France. pas de bourse doctorale qui passe par les universités, des concours, etc. en Suisse? Alors, pas à ma connaissance, ça ne marche pas forcément de la même façon. Alors, la Suisse étant un pays étant une confédération, donc il peut y avoir des règles différentes. Tout ne se fait Oui, pas les pareil cantons. en Suisse allemande ou en Suisse romande, qui est donc la Suisse francophone. Donc voilà, moi, ça a vraiment bien matché avec mon chef, et puis j'ai fait une thèse donc, en 4 ans, avec justement de l'assistanat où je faisais des travaux pratiques. C'était super intéressant justement de faire de l'éducation aussi. Ouais. L'assistanat, j'imagine que c'est ce qu'on appelle le monitorat en Voilà, France. Voilà, monitorat, tu donnes des cours, des TP. Ok, exactement. excellent. Est-ce que tu peux nous dire en 3 secondes le sujet de ta thèse? Alors, le sujet de ma thèse, c'était évaluer la transmission donc, de la bactérie responsable de la maladie de Lyme, de la tique à l'hôte et de l'hôte à la tique, dans un contexte de protection euh, due à l'immunité de l'hôte. Donc, vraiment voir si, en gros, je vaccinais des souris, je mettais des tiques infectées et j'évaluais les différents types de transmission de la bactérie, voir si la, le système immunitaire de la souris avait une influence là-dessus. Ok, excellent. Moi, je me souviens, j'avais travaillé sur la diffusion de la bactérie dans les différents organes. C'était un modèle souris aussi, donc aller voir dans les articulations, dans le cœur et au Ouais. niveau du système nerveux, je ne sais plus ce qu'on prenait. Enfin bref, pauvre souris. Est-ce que tu as kiffé grave ta thèse? Est-ce que tu étais bien encadré? Est-ce que tu es ressorti content? Ah oui, super content. Ouais, justement, c'était. Alors voilà, enfin, on dit toujours, ah, il y a des petits coups de mou des fois dans la thèse. Moi, j'ai pas ressenti ça. Donc, c'est vrai que pour ça, tout était positif. J'étais dans un petit labo. Au début, on était juste une technicienne, un autre doctorant qui a commencé quasiment en même temps que moi. Salut Jonas. Et puis mon chef. Et donc, c'était vraiment un petit labo et avec un chef avec qui je garde aussi de très bons contacts encore maintenant, qui est très humain et qui était vraiment jeune, dynamique, où on avait beaucoup d'interactions. Pour ça, c'était vraiment top. C'est un côté que j'ai toujours recherché chez euh, mes superviseurs, on va dire, et que je conseille de rechercher. Voilà, un autre conseil, c'est chercher quelqu'un qui est très humain et qui va vous permettre d'avancer et qui ne pense pas forcément à combien on va pouvoir publier de papier à la fin. C'est important, Ouais. mais le côté humain pour vous permettre d'avancer est quand même encore plus important, je pense. Bah oui, d'être dans des bonnes conditions de travail, d'avoir envie de se lever le matin et de vouloir voir la tête de ses collègues, ça peut jouer un petit peu dans le plaisir de travailler. En tout Ouais. cas, c'est mon cas aussi. Ok. Et du coup, là, pof, comme par enchaînement, tu te retrouves être le docteur Maxime Jacquet. Et alors, à ce moment-là, tu as envie de faire quoi? Est-ce que tu avais déjà pris ta décision postdoc? Peut-être que tu l'avais déjà ou c'est venu plus tard? Comment ça s'est passé? Alors, j'ai jamais, si je me revois encore un peu en arrière, j'ai jamais rêvé de me dire, ah, je vais faire
ping-pong de postdoc en postdoc et puis de pas avoir quelque chose de stable. C'est pas quelque chose, enfin, je pense pas que ça soit quelque chose qui fasse rêver qui que ce soit, de se dire, bah voilà, je vais avoir cette instabilité, je vais pas savoir où je vais. Bon, bourlinguer un petit peu à droite à gauche, il y en a Bourlinguer, c'est bien, pire. mais oui, bourlinguer, c'est bien, mais après, c'est vrai que avoir une instabilité, c'est pas toujours facile. Et du coup, je me disais quand même, tiens, ce serait bien que je puisse rester en Suisse. Ma femme avait un travail en Suisse qui lui plaisait énormément. Donc, on n'avait pas forcément envie de bouger. Le projet, c'était de rester en Suisse. Et puis, bah, je ne trouvais pas de travail en Suisse. Je ne trouvais pas de travail, donc je continuais à faire des candidatures. Et les seules réponses aux candidatures que j'avais, c'était pour des postdocs aux États-Unis, parce que je répondais aux offres de postdocs qui me correspondaient. Parce que bah, il fallait aussi que je candidate vis-à-vis du pôle emploi suisse, on va dire. Et du coup, bah, j'ai postulé à ces postdocs, j'ai eu des entretiens, ce qui était bien aussi parce que ça me permettait de m'entraîner. Et puis, bah, et au bout d'un moment, on a sauté le pas. On a sauté le pas. Paf. J'ai eu une autre expérience avant qui m'a permis justement de switcher de la parasito vers l'immunologie en travaillant quelques mois à Lausanne. Ok. Est-ce que tu peux nous dire, alors juste un petit mot pour l'audience, pareil comme tout à l'heure, si vous pouvez mettre un petit mot, s'il y en a là qui sont en recherche active de postdoc, ou même si vous n'avez pas commencé vos recherches, si c'est vraiment quelque chose que vous envisagez, comme ça je prends la température en passant. Ce que je voulais te demander, Maxime, c'est, donc tu dis que tu répondais à des offres, tu allais les chercher où? Et j'imagine aussi que tu as envoyé des candidatures spontanées. C'est quelque chose qu'on vous encourage beaucoup à faire aussi. Exactement. Exactement. Alors, une des premières candidatures que j'ai fait pour un postdoc où j'avais des touches, entre guillemets, c'était après une conférence. Enfin, pendant une conférence, il y a quelqu'un qui disait, bah, moi, mon labo, on cherche des postdocs. Donc, venez me voir. Et puis, donc là, bah, j'ai fait juste un lunch avec cette personne, avec ce prof. Et puis, ça s'est super bien passé. Mais en fait, c'était un petit peu... le sujet était extrêmement intéressant, etc. Et puis, en fait, au fil de la discussion, on m'a dit, oui, ce serait bien que tu viennes avec ton argent. Ok, très bien. Donc, bon, bah, je n'ai pas mon argent pour l'instant. Donc, tu sais déjà que ça ne va pas être tout de suite, mais ça va être peut-être dans 6 mois, 1 an, le temps que les fonds se débloquent, etc. Ça peut être une très bonne opportunité, mais il faut s'y prendre vraiment à l'avance. Ce n'est pas au moment où vous avez soutenu, vous ne savez pas où vous allez, et vous dites, bon, je vais aller dans un labo qui n'a pas d'argent pour moi. Il faut vraiment prévoir à l'avance. Et puis, sinon, j'ai postulé directement en allant sur les sites des universités qui m'intéressaient. Les labos, donc je me suis renseigné aussi auprès des labos, j'ai visité des sites internet des labos, voir ce qui pourrait m'intéresser. Voir aussi où les anciennes personnes qui étaient dans ces labos sont maintenant. C'est-à-dire que si vous voyez qu'il n'y en a aucun qui a continué dans la recherche et que vous, après avoir fait votre postdoc, vous voulez continuer dans la recherche, c'est peut-être pas bon signe. Et du coup, alors excuse-moi, petite question en passant, tu n'étais pas arrêté sur une idée d'un postdoc vraiment dans le public ou dans le privé. C'est si tu cherchais à la fois université ou plus labo, Oui, donc oui, non. en labo privé. Et du coup, qu'est-ce qui a guidé ton choix? Alors les sujets, j'imagine, qu'ils soient complémentaires ou connexes à ce que tu faisais déjà. Donc bah, par rapport aux villes, s'il y a des villes où tu as envie de vivre ou pas. Il y a d'autres choses auxquelles tu as fait attention pour tes candidatures? Alors, premièrement, c'était vraiment le sujet et voir ce que ça pourrait m'apporter aussi plus tard. C'est-à-dire que j'avais envie de switcher un petit peu en direction de l'immunologie. J'avais un petit peu fait d'immunologie pendant ma thèse, mais pas vraiment en faisant, pour ceux qui connaissent, de la cytométrie en flux. Je n'avais pas beaucoup fait d'immunofluorescence sur des tissus. J'avais vraiment effleuré l'immuno, et puis ça m'intéressait. Et on ne va pas se mentir, il y a quand même plus de débouchés en immunologie ou même en immuno-oncologie, si on veut vraiment aller au bout, qu'en parasitologie pure et dure, quoi, si on ne fait pas d'épidémiologie. Voilà, donc je me suis dit, ça serait bien quand même d'avoir aussi cette expérience en immunologie ou en parasito-immunologie. C'est ce que j'ai trouvé aux États-Unis. Ok. Alors, je regarde les réponses rapidement. Donc, nous avons Carla qui est super motivée pour un postdoc. Emeline est en recherche aussi, en Suisse idéalement.
Et pourquoi en Suisse? Pour les Ouais, montagnes. exactement. Alors, Victoria, je fais plutôt alors pas de la vieille, hein, de la veille, je pense. Je te taquine. Active de postdoc, en regardant des offres. En tout cas, j'ai envie. Et bien, ça, c'est génial. Ah, elle fait sa thèse sur Lyme. Et bien, tu as bien raison. Effectivement, Émilie est motivée par les, par les montagnes. Excellent. Ouais, je pense que j'avais postulé en Suisse. Bon, ouais, c'était en 2016-2015. Moi, clairement, c'était. Alors, il y a le côté financier, on ne va pas se voiler la face. Hein, la Suisse est quand même réputée pour avoir enfin, voilà, avec des niveaux de salaire plus élevés que chez nous. Mais c'est vrai que les Alpes ne gâchent rien. Euh, du coup, je tends la perche directement, hein, allons-y de façon frontale. Au niveau salaire, est-ce que tu souhaites nous partager quoi que ce soit? Oui, oui, on peut en discuter. Alors, je gagne 20 000 euros par mois. Et, non, Waouh! et là, tout le monde envoie des mails. Ah, vite, je veux aller en Suisse. Non, pour un postdoc en Suisse, alors, pour faire une conversion et pour parler en annuel avec, on va dire, 13 mois, c'est 70 000 euros, je dirais. Voilà, pour donner un Je vais chiffre. faire un postdoc, moi. C'est pas mal. Sauf que on vit en Suisse. Alors, il y a des gens qui vivent en France et qui traversent la frontière. Voilà. Par contre, vous n'avez pas la qualité de vie qu'on peut avoir en Suisse. Mais tout est plus cher. Tout est plus cher. C'est-à-dire que moi, mon logement, donc, j'ai une petite famille, on a 2 chambres, un salon et une terrasse, et on paye, on va dire, aux alentours de 1 500 euros par mois. Il faut faire garder les enfants, donc ça aussi, ça coûte de l'argent. Et puis, vous n'avez pas les avantages sociaux que vous avez en France. Donc, il faut payer votre assurance maladie vous-même, vos complémentaires, enfin, tout. Forcément, les salaires sont plus élevés, mais le coût de la vie est plus élevé aussi. Donc, c'est pour ça que je dis de faire attention. Effectivement, il y a des gens qui gagnent très, très, très bien leur vie en Suisse. Dans ma rue, j'ai un magnifique concessionnaire Ferrari, il n'a pas l'air d'être malheureux. Excellent. Je bave tous les matins en passant devant avec mon vélo. Non, je plaisante, mais ce qu'il y a, c'est que voilà, il faut prendre le contexte. C'est une qualité de vie qui est plus élevée parce qu'effectivement, les salaires sont plus élevés, mais le coût de la vie est plus élevé. Je casse un peu le mythe de l'Eldorado. Non, De mais là, l'Eldorado on est là pour casser les codes, chérie Alliance, dire la vraie vérité. Les Mais trucs. voilà, après, on ne va pas se mentir, c'est vrai que je suis plus à l'aise financièrement ici pendant mon postdoc en Suisse que je ne l'étais quand j'étais en postdoc aux États-Unis. Parce qu'avant donc, j'ai trouvé mon postdoc en Suisse, ensuite aux États-Unis, et ensuite je suis revenu en Suisse. Alors, si j'essaie un peu de remettre la chronologie dans tout ça, donc tu as Ouais. soutenu en 2015, après, donc tu as eu ton premier postdoc, donc c'était celui en Suisse, plus immuno. Non, J'ai- alors j'ai cherché du boulot pendant pas mal de temps. Ça m'a pris 1 an, on va dire, de trouver le postdoc. Donc j'ai refusé 2 offres de postdoc aux États-Unis parce que, bon, voilà, j'ai vu les petits drapeaux rouges qui se sont mis un petit peu devant moi quand j'ai eu une offre. Tiens, cette personne n'a pas l'air très, très humaine. Ou alors, elle me donne C'était un robot. des signaux qui me disent non, non, en fait, il ne faut pas que j'y aille. Elle m'a dit, si, quand est-ce que tu peux venir? Bah, je peux venir dans 3 mois parce que ma femme, elle a ça dédite. Ah, mais non, mais toi, tu viens avant et tu bosseras à fond. Et puis, comme ça, quand ta femme, elle te rejoint, tu seras déjà au taquet. Oui, la personne très, 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 très à l'écoute. Alors, petit temps mort, Oui. moi, ça m'intéresse beaucoup. Et alors, même si ce n'était pas dans le contexte d'un postdoc ou quoi, j'avais aussi, voilà, durant mon parcours, refusé un poste en CDI qu'on m'avait proposé. Quand on est au chômage pendant longtemps, bah, ce n'est pas forcément un choix facile de refuser un poste, alors que ce soit en CDI ou pas, vous me direz. Mais du coup, je pense que c'est vraiment important de ne pas prendre un truc juste parce qu'on l'a, mais de faire vraiment attention à se dire je vais mettre les pieds dans un endroit où j'ai envie d'aller, avec des gens
alors bienveillant, ce terme qui est utilisé à tort et à travers, mais de se sentir bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus, Maxime, de ces histoires de drapeau rouge? Donc, il y a cette histoire de tu viens avant ta femme, on s'en fout, voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui t'ont interpellé où tu dis, oula, ça sent pas bon? Et ben, voilà, typiquement, quand déjà on a fait alors à l'époque c'était Skype, maintenant c'est Zoom, mais on a fait l'entretien Skype. Et puis, alors mon profil correspondait parce que c'était aussi sur la line, continuer un peu là-dessus. Et, et du coup, lui, il n'a pas allumé sa caméra. On a fait juste un Skype. Alors moi, j'étais prêt, voilà. Et hop, écran noir. Bon, bah, alors je vais couper moi aussi ma caméra. Et puis en fait, on a fait un appel téléphonique. Donc ça, c'était déjà pas très franc. Enfin, c'était pas un signal qui m'invitait. Et puis, Bah, autant passer un coup de fil à ce stade. exactement, exactement. Et puis, il était vraiment à fond. Voilà, allez, je te prends, tac, tac, on fait ça. Il n'y avait pas forcément de réflexion. Alors, c'est bien quand on cherche quelque chose, si on est désespéré, qu'on a tout de suite la réponse, ah oui, c'est chouette, on peut se mettre dedans. Mais si lui, il est si pressé que ça et qu'il ne veut pas en savoir plus sur moi, est-ce qu'il prend n'importe qui? Est-ce que, enfin, voilà. Il Après, t'a on pas peut. posé plus de questions sur ton parcours, sur tes attentes, sur comment tu vois le poste ou quoi que ce soit? Bon, c'était il y a un petit moment, alors peut-être que je me rappelle plus assez. On en a discuté, mais je veux dire, c'était très vite dans le oui, c'est OK, quand est-ce que tu peux venir? Ouais, ça sent un peu l'urgence et c'est pas, c'est pas forcément très, très rassurant. Donc ça, c'était pour une des offres donc, qu'on Oui. t'a faites. Tu as parlé d'une deuxième? La deuxième, ça a été la personne m'a recruté, enfin, m'a dit c'est bon, je te prends. Et puis quelques jours après, m'a renvoyé un mail. Donc j'étais dans la réflexion et puis il m'a dit finalement, j'ai plus les fonds. OK, bon. Ah, Et donc là, on commence à se dire ouais, mais bon, finalement, c'était pas le bon poste pour moi, etc. Puis quelques semaines après, elle me renvoie un mail et puis elle me dit si, si, finalement, c'est bon, j'ai les fonds, je peux te recruter. En gros, c'est bon pour toi. Ah ouais. Et moi, je m'étais déjà fait la réflexion que je voulais plus y aller. Et puis, c'est aussi une situation un peu instable parce que, tiens, elle a les fonds, elle n'a pas les fonds. Enfin, c'est un peu, est-ce que il me dit que je vais avoir des fonds pendant 3 ans? Est-ce que finalement, il n'y aura que pour un an? Enfin, où est-ce que je pars? Enfin, bon. Donc voilà, là, c'est moi ensuite qui ai dit, du coup, bah non, moi, je viens plus. Enfin, c'est pas ouais, c'est d'intérêt. c'est un peu bizarre. Du coup, on se pose plein de questions comme ce que tu viens de dire. Je débarque bah, pour combien de temps? Est-ce que finalement, demain, je n'ai plus de paye parce qu'en fait, il n'y a plus de sous? C'est assez spécial. Alors, il y a un truc que j'aimerais comprendre, n'ayant pas vécu tout ça. Tu arrives à la fin de ton premier postdoc et là, tu te dis, allez, j'en fais un deuxième. C'était super sympa. On Voilà, c'est enchaîne. ça. Alors, mon premier postdoc s'est super bien passé, justement parce que Oui, on peut revenir dessus. mon chef était vraiment humain, et toujours humain, hein, je pense, mais et du coup, il était toujours dans l'interaction, vraiment. Il est chair du département à l'université de Pennsylvanie, donc à l'école vétérinaire. Donc, c'était quand même, il avait beaucoup de boulot, mais il prenait toujours le temps de, voilà, toutes les semaines, il prenait 1 heure avec chaque personne de son labo pour discuter science. Si on n'a pas de résultat d'une semaine à l'autre, c'est pas grave, on discutait science, on discutait d'autres choses. Toujours à poser les questions, et comment tu vas, comment tu te sens en ce moment et tout. Ouais, ça peut être dur pour ci, pour ça, comment va ta famille. Voilà, vraiment tout le temps aller vers l'autre. Et c'était quelqu'un qui pouvait faire peur à d'autres personnes en dehors, parce qu'il pouvait être un petit peu froid comme ça. Mais il a toujours été très ouvert et enfin, voilà, au top, quoi. Enfin, Très avenant. très avenant. Et du coup, enfin, en tout cas, avec moi, ça s'est toujours bien passé, donc j'étais content. Mais la vie aux États-Unis ne nous plaisait pas forcément autant que ce qu'on aurait espéré. Il y avait, Pourquoi? il y avait peut-être le biais qu'on venait de la Suisse, donc on avait une qualité de vie qui était peut-être, sans parler du côté financier, hein, je parle qualité de vie, que ce soit sécurité, que ce soit qualité des logements, que ce soit enfin, comment on se sent, comment les gens se comportent. Enfin, c'est tout un ensemble. Hein. Où c'était peut-être le top, là où on était, où c'est ce qui nous plaisait. Et puis on arrive aux États-Unis et on est un peu tombé au milieu alors, de Philadelphie. On l'a peut-être un peu idéalisé dans notre tête, je ne sais pas, mais il y avait des endroits où on s'est dit, mais ah non, il ne faut pas vivre ici, quoi. On va aller Au au secours. secours! Et on a trouvé un super appart, et puis au final, vous vous rendez compte qu'il y a des trous dans les murs.
à Noël, le sapin de Noël, il bouge tellement il y a des courants d'air dans la maison. Enfin, et puis bon, sans parler des souris, enfin, c'était des choses où on ne se rend pas compte, mais on s'est dit, mais on est où? Ah non, des États-Unis, là. D'accord. S'il y avait des souris, tu pouvais faire des manips à la maison. C'est pratique. Oui, oui, oui. Ou pas. Ou après, peut-être prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Alors, tu me corriges, tu me dis ton avis. Hein. Mais et dans toutes les villes, dans tous les pays, il y a des endroits qui ont l'air super sympas. Bon, voilà, moi, j'ai fait ma thèse à Strasbourg. Là où j'y vais, c'était très bien. À quelques quartiers plus loin, j'y serais pas allée. Hein. Oui, non, on est d'accord. Non, non, on est d'accord. Après, c'est plus qu'est-ce que tu vas pouvoir t'offrir comme vie, entre guillemets, en étant postdoc aux États-Unis, par rapport à tes attentes. Tu te dis quand même, j'ai quand même un doctorat, enfin, sans être prétentieux, mais voilà, je me dis quand même, je peux m'offrir une qualité de vie Mhm. correcte, sans forcément avoir l'impression de vivre dans un quartier ou 2 rues plus loin. Il y en a qui se font tirer dessus, ou enfin, il y a des dealers de partout. Enfin, c'est pas, ça paraît un peu bizarre. Et puis, en fait, on a peut-être idéalisé aussi les États-Unis en se disant, bah voilà, c'est quand même la première Le rêve puissance américain. mondiale. Donc voilà. Un jour, Ouais, j'irai ça avec toi. aussi, pour rebondir là-dessus, c'est que Philadelphie, c'est abordable au moins, parce qu'on peut trouver des logements assez facilement par rapport à New York, où moi j'ai entendu. Alors, je n'ai jamais vécu sur la côte ouest, je ne suis jamais allé, donc la côte ouest des États-Unis, mais j'ai entendu dire qu'il y a des endroits, si vous postulez en postdoc, ils vous disent d'accord, mais il faut que vous ayez quand même un apport d'argent, parce qu'avec un salaire postdoc, vous ne pourriez pas vivre, vous n'aurez pas assez d'argent tous les mois pour couvrir vos frais. C'est juste hallucinant. C'est C'est juste quand même hallucinant. du délire. Bonjour, je suis docteur, je viens 1, 2, 3 ans et puis il faut mettre sur la table, je ne sais pas combien du coup, pour se loger, Ouais, manger, accessoirement. ouais, j'ai des amis qui ont. Enfin, j'ai un collègue qui, actuellement donc à Bâle, qui a fait aussi un postdoc aux États-Unis. Et il est revenu, il avait moins d'argent que quand il est parti, quoi. C'est-à-dire qu'il a mis ses économies sur la table. Je rigole, mais en fait, c'est pas drôle du tout. Je me pose une question. Est-ce que tu es allé sur des sites, des forums, je sais pas, pour voir c'est comment la vie à Philadelphie ou voilà, je vais vivre à l'étranger. Comment tu prépares ce genre de voyage? Alors, oui, je me suis renseigné sur où est-ce qu'il faudrait vivre, dans quel quartier, etc. Euh, j'ai aussi eu la chance, donc, ça aussi, un autre conseil, quand j'ai discuté donc, avec mon futur chef, il m'a donné des contacts des personnes qui étaient dans son labo, ou des personnes qui n'étaient plus dans son labo, mais qui l'ont été, pour que je les contacte, savoir comment ça se passe dans le labo, comment sont les personnes du labo, enfin, comment est Chris, donc mon ancien chef, comment il est lui avec les postdocs dans son labo, quoi. C'est important en fait. Et ça, c'est pas tout le monde qui le fait, c'est pas tous les profs qui le font, donc c'est important aussi que si la personne qui va vous recruter ne le fait pas, que vous, quand vous postulez, vous disiez oui, mais alors moi j'aimerais bien savoir si vous ne pouviez pas me donner des contacts de personnes qui sont dans votre labo pour connaître l'ambiance, parce que ce serait bien aussi que eux ils puissent me donner des conseils. Bien sûr. Et en fait, donc j'ai discuté avec un de ces postdocs, et en plus il m'a donné d'autres contacts, dont un contact d'un doctorant qui était sur place et qui, en lui disant, bah voilà, Maxime va venir dans notre labo, est-ce que tu peux lui donner des conseils sur la vie à Philadelphie, etc. Et donc, j'ai échangé beaucoup avec lui pour justement savoir comment ça se passe, où se loger, etc. Et puis, quand je suis arrivé, bah, c'est un peu lui qui m'a pris sous son aile, puis qui m'a un peu montré les choses dans le coin, quoi. Oui, ça c'est vraiment sympa parce que dans notre nom Résalience, donc c'est réseau, alliance, bon, résilience, ça paraît évident. Le côté réseau, on en a parlé bon, dans quasiment toutes les interviews, je pense, mais plutôt pour le côté trouver un job, un truc vraiment pur et dur, mais aussi le côté je vais peut-être vivre quelque part ou je débarque dans un autre pays, une autre ville, et le fait juste d'être accueilli, parce qu'encore une fois, il y a le bien-être. De la vie personnelle Enfin, en fait, j'ai du mal à vraiment séparer les deux. Si je suis pas bien dans ma vie perso, je suis pas bien dans mon travail et vice-versa. Mais bon, bref. Donc, c'est vraiment sympa de se sentir accueilli. On est une personne. On n'est pas juste quelqu'un qui vient travailler. Pour la petite anecdote, donc pour le cabinet de consulting où je suis moi-même, euh,
au moment voilà, où j'avais signé, etc., j'avais le contact avec celle qui allait être ma manager. Et je me souviens encore d'un mail qu'elle m'a envoyé, un pavé avec plein de liens pour trouver un logement. Elle me disait, si tu veux, cherche une coloc avec piscine, tu peux faire ça. Telle ville, elle est bien, telle ville, tu évites pour telle et telle raison. Et là, je me suis dit, alors j'avais déjà eu ce sentiment très positif au moment de l'entretien. Et là, ça a vraiment confirmé où je me dis, ouais, c'est un rapport très humain. On me prend moi tout entière avec mes besoins de me loger, d'être bien chez moi, de ne pas être trop loin, de ne pas payer trop cher, etc., etc. Donc, ça fait Exactement. plaisir de voir que ces gens existent. Exactement. Non, c'est vraiment un des conseils que je veux que les personnes qui postulent pour un postdoc retiennent. C'est extrêmement important qu'il y ait des contacts humains très, très forts. Et moi, Mhm. alors j'étais très négatif là, peut-être sur les États-Unis jusque-là, mais j'ai passé un super moment avec les gens du labo. Je me suis éclaté dans mon boulot. J'ai beaucoup travaillé, effectivement. Euh, et la vie à côté ne me plaisait pas forcément tout le temps. Par contre, ce que je regrette, c'est les personnes rencontrées là-bas que je ne vois plus au final. Voilà, Mm. ça, c'est vraiment une des choses que je peux regretter de ne plus être là-bas. Mais bon, normalement, si vous êtes assez sociable, peu importe où vous allez, vous faites des amis, et du coup, quand vous voulez repartir, bah, forcément, vous allez moins les voir. Mais bon. Forcément. Mais c'est trop mignon. Alors, une question naïve. Quand tu démarres un postdoc, enfin, je sais pas, comment tu vis le fait de mener tes recherches, etc. Alors, tu as peut-être toujours un petit peu d'encadrement. Tu disais que tu étais très, très suivi. Mais du coup, enfin, s'il y en a des vraiment marquantes, quelle différence tu fais par rapport au fait d'avoir été avant en thèse? Alors, le truc, c'est que quand j'ai commencé, Chris Hunter, mon ancien chef aux États-Unis, il m'a dit, eh ben voilà, moi je pense à ça, tu pourrais travailler sur GMCSF, qui est une cytokine, tu pourrais travailler là-dessus, ok. Qu'est-ce qui t'intéresse? Donc, vas-y, renseigne-toi. Donc, c'est vraiment, j'ai pris le projet qui me faisait envie. Donc, voilà, j'ai regardé. Et si moi, je venais avec mes idées, il était OK pour que je vienne avec mes idées. Donc, j'ai commencé sur le GMCSF. Hop, on a bossé là-dessus. Il m'a dit, mais ça se trouve, dans 6 mois, on en parlera. Ça n'aura pas marché, on n'en parlera plus, mais c'est pas grave, quoi, t'auras essayé. Et en fait, c'est le truc, c'est que vous avez peut-être plus de flexibilité que sur une thèse. Voilà, sur une thèse, vous avez votre sujet de thèse, vous commencez. Bon, des fois, ça arrive que ça change. Mm. Mais si vous investissez 3 ans dessus et que vous aviez que ça, bah, c'est vrai que c'est compliqué de se dire, bon, c'est pas grave, je laisse tomber, et puis ça va. C'est pas grave, j'aurais eu une ou deux publications peut-être sur autre chose ou des collaborations, c'est pas grave, je finis pas ma thèse. Là, postdoc, c'est peut-être pour certains trucs moins l'impression de ce côté-là. Il y a quand même une pression de publication hein, pour valider, mais pour pouvoir ensuite trouver autre chose, c'est mieux. Et puis, j'avais aussi la possibilité de faire des petits projets à côté. Ce qui n'est pas forcément non plus possible en thèse parce qu'on nous demande quand même de se focaliser Mhm. sur notre projet principal. Là, moi, j'avais des petits projets à côté où j'avais mes lignées de souris que j'essayais de monter pour ensuite pouvoir faire mes expériences par la suite. Donc, j'avais un gros projet et des petits projets à côté. Ok. Ouais, donc peut-être plus de liberté qu'on t'a donné, peut-être parce qu'on a une confiance un peu plus marquée. Alors, enfin, c'est peut-être pas qu'on n'a pas confiance en quelqu'un qui est en thèse, mais voilà, on a peut-être besoin d'être plus là pour le guider, etc. Après, encore une fois, c'est au cas par cas. Ça me fait penser aux propres équipes où j'étais en institut, d'autres. Alors, il y avait différents cas. Il y avait des encadrements qui étaient trop peu présents et la personne est libre parce qu'elle est un peu seule. Ou voilà, il y a personne qui est présente, qui encadre, mais qui ne va pas donner trop de directives. Bon, après, il y a tous les styles. Je suis en train de me dire un truc là. On parle de ta thèse, on parle de tes postdocs, mais est-ce que tu avais ou que tu as toujours un objectif précis où tu vis le postdoc parce que tu veux avoir cette expérience, acquérir ces compétences, travailler sur ce sujet, ou est-ce qu'il y a un phare au loin qui te guide en te disant, ben, moi je veux ça, du coup, avant je dois faire ça et je dois faire ça, et c'est pour ça que je suis là maintenant. Alors oui, la démarche, comme je disais, donc j'ai switché un peu vers l'immunologie, c'était un intérêt, mais en plus aussi un objectif de se dire, bah voilà, si j'ai pas le bagage nécessaire pour être prof dans l'académique, parce que ça aussi, ça m'intéressait.
je pourrais aller vers le privé plus facilement en ayant travaillé en immunologie. Donc, j'ai eu une expérience aux États-Unis sur les souris. Maintenant, là, je travaille sur un projet qui est cette fois plus défini et je travaille sur des cellules humaines, donc aussi en immunologie. Et donc, j'ai un peu deux choses différentes qui vont pouvoir peut-être, j'espère, se compléter pour ensuite aller vers le privé peut-être l'année prochaine, quand j'aurai fini tous mes Qui sait? projets. Voilà, qui sait. Peut-être un métier présenté par Resilience, who knows? Est-ce qu'on t'a Peut-être. donné des idées d'ailleurs avec nos vidéos? Euh, alors, je suis allé voir les vidéos qui m'a. Peut-être que je connaissais déjà un petit peu. Euh, Mais oui, oui, je pense qu'il y aura des choses qu'il faudrait que je re-regarde peut-être. Alors, je suis un mauvais élève, je n'ai pas regardé tous les Résiliences. Oh, comment oses-tu me dire ça? Pas eu le temps. Suspense. Non, non, mais pas de spoiler pour aujourd'hui. Alors, j'avais une question que je viens de perdre, mais c'est pas grave, on va en trouver une autre. Ah oui, si, j'ai retrouvé. Est-ce que tu as vécu le truc où tu arrives au bout de ta première période, alors je ne sais pas, 1 an, 2 ans, et qu'on te prolonge si tu as des résultats ou s'il y a les sous? Ou est-ce que chaque fois, par exemple, c'était 2 ans, tu as fait 2 ans et après tu as changé? Ma question est claire ou pas? Oui. Oui. Moi, il me semble avoir compris. Peut-être que je vais répondre à côté. Euh, alors, c'était une réflexion que je me suis fait il y a quelques temps, c'est que dans ma vie, je n'ai jamais eu de contrat de plus long qu'1 an. Ah, ok. Donc, que ce soit en thèse, j'avais des 1 an et c'était renouvelé. Je savais que ça allait être renouvelé, mais c'était quand même des contrats d'1 an. Et en postdoc, pareil, des contrats d'1 an. Mais il y a quand même, enfin, moi, quand j'ai démarré mes postdocs, aux États-Unis, il m'a dit bah, je cherche quand même de l'argent, on ne sait jamais. Moi, j'ai l'argent, mais si tu peux trouver une bourse pour toi, c'est quand même Ça ne mieux. gâche rien. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Bon, ça n'a malheureusement pas marché, mais il me prolongeait. Il y avait pas vraiment de doute là-dessus. Et après, c'est moi qui dis bah, moi, j'aimerais partir. En fait, j'aimerais repartir. Donc, il faut que je finisse ce que je suis en train de faire le plus vite possible pour pouvoir repartir. Mhm. Et là, pendant mon postdoc ici à Bâle, j'ai aussi encore des contrats d'1 an, mais il y avait la promesse que c'était pour au moins 2 ans. Et là, il y a des financements pour encore continuer normalement 6 mois supplémentaires. D'accord. Excellent. Alors, moi, je ne vois pas le temps passer, hein. J'ai l'impression qu'on vient de commencer. 13h43, tranquillou. Du coup, on va raccrocher les wagons avec là maintenant. Est-ce que tu peux nous dire combien de temps de postdoc il te reste, dans quel état d'esprit tu es, et est-ce que tu vois un peu plus précisément le prochain chapitre? Et ben, le prochain chapitre, ça va être de commencer, je pense, Donc, mon contrat finit en octobre. Mhm. J'ai encore normalement 6 mois de plus. Ok. Et puis, le but, c'est de pouvoir vraiment finir les projets d'ici la fin de cette année pour pouvoir, j'espère, publier et puis être au moins en révision assez rapidement. Mhm. Euh, et puis ensuite, bah, chercher un travail à partir de la fin d'année parce qu'il faut quand même s'y prendre relativement tôt. Et oui. Voilà. Il faut anticiper. Alors, j'ai encore des questions, mais je brûle le temps de parole. Alors, est-ce que... Merci beaucoup, Maxime. C'était Avec plaisir. presque Avec ça. l'interrogatoire. Est-ce que dans l'audience, il y a des gens qui veulent allumer leur caméra? Alors, même si c'est juste pour dire bonjour, ça me ferait très plaisir de voir vos bouilles. Et si vous avez des questions, c'est encore mieux. Vous activez le micro et vous posez les questions en live, peut-être pour les personnes qui sont justement en recherche de postdoc. Suspense, suspense. Alors, sinon, j'avais sous les yeux les questions qui avaient été posées en amont. Ah oui, tiens, on n'a pas parlé de ça. Alors, nous avons Victoria. Bonjour Victoria. Est-ce que tu voulais prendre la parole ou pas du tout? Victoria est en train d'écrire. Tu ne sais pas si tu as un micro? Eh bien, moi non plus. Est-ce que tu as une question? Est-ce que vous m'entendez? Je sais pas Ah, si... super. Oui, ça Génial. marche. Ouais. En fait, j'ai une petite question. C'est par rapport au postdoc, en fait, au niveau des entretiens. Euh, Comme vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, vous avez postulé via la fac, en fait? Alors, j'en ai fait des comme ça, oui, auprès des universités. Là où, quand j'ai eu mon poste donc, à l'Université de Pennsylvanie, donc à Philadelphie,
Là, j'ai fait marcher le réseau involontairement, si on va dire. J'avais un ami qui était en postdoc en Pennsylvanie, donc pas dans la même université, à Penn State. Et puis, je demandais des nouvelles, comment ça se passe, t'es content de ton postdoc, etc. Bon. Il m'a répondu, et puis une semaine plus tard, il m'a renvoyé un mail en me disant « Oh, au fait, tiens, j'ai vu cette offre à l'université de Pennsylvanie, je te la fais suivre, ça peut t'intéresser, c'est une super uni, etc. » Et c'est comme ça que j'ai postulé, et c'est comme ça que… Donc, c'était une offre que peut-être j'avais ratée ou qui n'avait pas été encore sur le les offres cachées un peu. marché. Ouais. Et donc, moi, j'ai postulé, mais je pense que mon chef recevait aussi des CV, avec des lettres de motivation régulièrement, en fait. Et j'ai une question peut-être un peu naïve, mais personnellement, je sais que toute ma vie, je ne voudrais pas faire de la paillasse. Non, mais c'est vrai. Enfin, moi, de la recherche, ça me plaît actuellement. J'aime ça. C'est tout à fait ce qui me motive et me passionne actuellement. Mais je sais qu'au long terme, ça ne sera pas forcément ce que je vais faire, même plus peut-être des fonctions support. Mais est-ce qu'un postdoc, ça nous ferme la porte un peu après à d'autres fonctions ou au contraire, pas du tout? Parce que pour l'instant, j'ai envie d'un postdoc, de continuer dans la recherche, mais après, j'ai peur que ça bloque pour la suite. Alors, je pense que le postdoc, ça va être la continuité de ta thèse, mais si tu… enfin, la continuité de ta thèse. Dans le sens où tu fais quand même un peu les mêmes choses. C'est-à-dire que tu vas mener ton projet, essayer de le mener à bien, mais tu n'as pas juste… Voilà, tu écris ta publication, mais tu n'as pas besoin de faire un truc tout autour pour emballer tout ça et mettre un lien entre tes différentes recherches. Ce qu'il faut se dire, c'est que tu vas de toute façon continuer à faire de la paillasse, normalement, à moins que tu sois en bio info, tu fais plus de paillasse. Ce qu'il y a, c'est que si tu continues dans l'académique, tu vas plus, et que tu deviens prof, j'en sais rien, tu ne feras plus de paillasse. Enfin, je connais très peu de profs qui font encore de la paillasse. Donc, normalement, plus tu montes dans les échelons académiques, si je peux appeler ça comme ça, moins tu vas faire de paillasse. Le postdoc en fait encore beaucoup, moins qu'un technicien, je pense, mais c'est encore l'étape d'après. Alors après, il y a peut-être groupe leader entre prof et postdoc. Non, mais après, ça ne me gêne pas du tout de rester à la paillasse. Enfin, actuellement, c'est ce que j'ai envie, mais je sais que vraiment plus tardivement dans ma carrière, j'aimerais pas y rester. Enfin, potentiellement, j'aimerais évoluer d'une autre façon. Et je voulais juste savoir si ça bloquait. Mais comme vous dites, quand on monte, généralement, on est moins amené à être à la paillasse. Donc, non, mais c'est top. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ben, merci à toi, Victoria. Combo caméra micro, on est ravis. Je suis au laboratoire, hein. Désolée si j'ai le masque et tout, c'est pas très… Ah oui, on va pas t'en vouloir de porter un masque. Hein. Non, mais merci beaucoup tout le monde, t'inquiète pas. Merci à toi encore. Merci à vous. Alors, j'ai une question de Carla dans le chat. Alors, pas de caméra, t'inquiète pas. Alors, je me permets de poser la question. Je suis comme Émilie intéressée par un postdoc en Suisse. Petit coup de cœur pour l'Institut EPFL à Lausanne. Je crois que j'avais aussi tenté ma chance par là, moi. Aurais-tu des conseils spécifiques concernant les candidatures de postdoc en Suisse? C'est vrai que c'est une excellente question, ça. Type de CV, voilà, qu'est-ce qu'on fait de sa lettre de motivation? Alors, candidature spontanée ou plutôt selon les propositions? Maxime, la parole est à toi. Bon, les conseils généraux pour CV, lettre de motivation, prenez du temps pour les faire, adaptez-les au poste. C'est-à-dire que si c'est un labo qui fait de l'immunologie, que vous n'en avez pas trop fait, mais un petit peu quand même, mettez bien ça en avant. Mettez ça en avant, mettez ce qui pourrait correspondre au labo. Ensuite, quand vous écrivez un labo en candidature spontanée, il faut expliquer pourquoi vous voulez aller dans ce labo et pas juste dire, comme je reçois des mails des fois, des gens qui pensent que je suis prof, que je cherche des postdocs et qui m'envoient des mails. Cher monsieur professeur, je cherche un labo, mais en gros, ils ne bossent pas du tout. Enfin, ça n'a rien à voir. Et puis, ils envoient comme ça, ils inondent Internet avec des lettres de motivation ou des CV qui n'ont rien à voir. Donc ça, eux, ils passent tout de suite à la trappe. Essayez de contacter donc, ces personnes en ayant quelque chose vraiment de solide, un dossier solide et qui correspond, montrer que vous avez vraiment envie, que vous êtes intéressé, que vous avez pourquoi pas lu des papiers de ces labos et puis dire tiens, j'avais bien aimé ce papier de votre labo, est-ce que j'aimerais vous poser des questions là-dessus, soit vous posez des questions directement, soit vous pouvez aussi demander, pourquoi pas, de dire je sais pas, on peut faire
est-ce que vous avez quelqu'un dans votre labo avec qui je pourrais discuter de ces résultats? Et puis, vous pouvez prendre des informations comme ça. LinkedIn est un outil très, très intéressant pour ça. Il faut aller un peu faire de l'observation des gens, voir qui est dans le labo, essayer de les trouver, montrer que vous êtes intéressé. Si vous faites des demandes de connexion auprès des gens, expliquez pourquoi. Donc, vous avez la possibilité, quand vous connectez avec quelqu'un, d'envoyer un petit message. Donc, vous envoyez un petit message, voilà. Par exemple, si vous m'écrivez à moi que vous étiez là à Résalliance, « Oh, bonjour, je t'ai vu sur Résalliance, voilà, j'ai bien aimé, j'ai telle question. » Et puis, voilà. C'est plus facile déjà de dire, enfin, d'aborder les gens de cette manière, plutôt que de sauter directement, dire « Je veux travailler dans votre labo, et puis donnez-moi un poste. » Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que le PFL, c'est vraiment quelque chose pour moi. Non, il faut expliquer pourquoi et montrer que vous êtes intéressé. Et surtout, les profs, ils reçoivent des tonnes de CV, des tonnes de lettres de motivation. Si vous écrivez qu'une fois et que vous attendez trop longtemps, ils ne répondront jamais. Relancez-les et puis expliquez pourquoi vous les relancez. Et je ne sais pas si ça a été clair, mais vous pouvez aussi me recontacter et puis on peut en discuter. Oui, alors Carla, mets-nous dans le chat. Alors, dernière question sous-jacente. Anglais ou français? Les deux, ça dépend après, suisse. Alors moi, j'ai tendance à allemand. dire anglais de toute façon. Si le labo, normalement les labos ont des pages internet. Si la page internet est en anglais, contactez en anglais, forcément. S'il y a du français et que vous voyez que le prof s'appelle Jean-Luc Martin, il y a de fortes chances qu'il parle français. Cela dit, c'est mieux de s'en assurer parce que si vous écrivez en français et qu'il ne parle pas français, ça ne va pas le faire non plus. Donc, moi, je conseillerais de toute manière d'écrire en anglais. Et puis, si c'est des labos à Zurich ou à Bâle, écrivez de toute manière en anglais. Merci beaucoup, Maxime, pour tes lumières et ton témoignage. Alors, j'ai envie de répondre 3000 trucs, mais on n'aurait pas le temps. Vraiment excellent parce que j'ai eu l'impression de m'entendre parler moi-même. Donc, je me dis peut-être que je ne dis pas trop de conneries. C'est par rapport, par rapport à adapter son CV. Il n'y a rien de pire qu'un CV qui peut être envoyé à tout et n'importe quoi, où il n'y a pas de personnalisation ni d'un ordre hiérarchique logique, voilà, avec les compétences, les expériences, les mots-clés qu'on va peut-être mettre en gras, je ne sais pas. Bon, après, il y a mille et une façons de gérer tout ça. Mais super, ça me fait penser à un truc que je dise tout à l'heure. Petite anecdote, quand j'étais en thèse, je recevais aussi des mails de personnes qui disaient bonjour docteur Caps, j'ai vu, donc je n'étais pas du tout docteur encore, hein, j'ai vu, voilà, j'ai trouvé le laboratoire sur le site de l'IBMC, si je joins mon CV, qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse de ça? Et la personne est peut-être super sympa, etc. Mais moi, je me vois mal transmettre le CV à la directrice de mon équipe en disant, bah, elle a l'air vachement bien. Bah oui, mais elle m'a écrit alors que je ne suis pas docteur et je n'ai pas du tout le pouvoir de choisir de recruter quelqu'un, quoi. Donc voilà, évitons les bourdes de ce genre. Alors, je regardais les questions qui avaient été envoyées en amont. Après, on a un peu répondu à tout, je pense, de façon distillée. On avait Linda qui demandait les choses à faire, à ne pas faire. À faire, adapter son CV. À ne pas faire, ne pas adapter son CV. Après, peut-être au niveau du choix du postdoc. Encore une fois, on aura chacun des critères qui vont prévaloir selon la ville, par exemple, ou le pays. Peut-être que certaines personnes n'ont pas du tout envie d'aller dans un certain pays. D'autres, ce sera absolument le choix de je veux faire la cytométrie absolument. Bon, après, c'est à chacun de voir les critères qui lui correspondent et puis de mettre un ordre un peu hiérarchique. Après, si on réfléchit à deux, c'est encore une autre gymnastique, n'est-ce pas, Maxime? Exactement. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour Linda, oui, nous t'entendons. Alors désolée, je ne peux pas activer ma caméra. En tout cas, merci beaucoup. C'est super intéressant. Du coup, je vais rebondir sur ce que j'avais dit aussi. J'ai une autre question du coup sur les choses à ne pas faire. Donc, pour remettre un peu dans le contexte, je termine ma thèse en décembre. Donc, normalement, je suis censée soutenir en décembre. Et donc, je cherche un postdoc à l'étranger. Donc, j'aimerais bien aller aux États-Unis pour janvier.
Et j'ai commencé à renvoyer quelques candidatures. Et en fait, je vous avoue que je suis un peu perdue parce que je trouve... donc, mon domaine, en fait, je suis en biomédical. Donc, je travaille sur les maladies cardiovasculaires. Et il y a énormément de candidatures. Enfin, non, il y a énormément d'annonces Oui. De postdoc. Et du coup, j'ai commencé à renvoyer des candidatures. Et je suis un peu perdue parce que je me dis, est-ce qu'il faut que je renvoie beaucoup de candidatures? Est-ce que je me focalise vraiment sur... Sachant que les annonces que je trouve pourraient vraiment me correspondre et peuvent me plaire. Donc, est-ce que je renvoie plusieurs candidatures ou est-ce que j'essaye vraiment de limiter Enfin, je suis un peu perdue. Je vous avoue que je ne sais pas trop quoi faire. Alors là, il te faut un réseau coaching, je pense, mais ça sera Ah, pas merci Maxime. c'est ça un peu. Je mettrai un petit mot après là-dessus. Non, je pense qu'il faut ne... Alors, ça prend du temps. Postuler, ça prend du temps. C'est parfois frustrant. Mais il faut pas te dire je postule à une, ça va marcher, de toute façon, je vais l'avoir. Ça peut, il y en a qui postulent une fois, ça marche, et puis super, parfait. Mais si tu postules à 100 offres, tu vas t'ouvrir plus de possibilités, tu vas augmenter tes chances d'avoir un poste. Puis si tu as 10 réponses positives, tu n'as plus qu'à choisir. Donc ça, après, c'est un problème de riche. Tu auras beaucoup plus de choix, beaucoup plus de chances de trouver quelque chose qui te plaît. Alors, si tu as la chance, en plus, sur les maladies cardiovasculaires, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses, j'imagine. Choisis vraiment, tu te dis, tiens, je veux aller vivre, par exemple, à Philadelphie. Voilà, ça me plaît, la vie n'est pas trop chère. Maxime, il a dit que c'était super. Voilà, je veux aller là-bas. Non, mais il y a une super université. À part ça, c'est vraiment top. Tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu cherches une machine, elle est forcément sur le campus. Voilà, parenthèse mise à part. Donc, essaye d'aller justement de viser une université haute, puisqu'il y a beaucoup d'offres. Va pas te perdre au fin fond du Texas où il faut 8 vols pour y aller. Tu te dis, le jour où tu as ta famille qui va venir te voir, ils vont devoir voyager pendant 25 heures. Enfin, c'est des petits trucs auxquels on ne pense pas, mais quand tu dis, tiens, il y a quand même beaucoup de transferts et tout, je passe par 3 aéroports. Enfin, ça limite quand même aussi le truc. Je vais juste rebondir sur ce que vous dites parce que du coup, j'ai de la chance, c'est que mes encadrants, j'en ai 2, et du coup, une des 2 est vraiment là, elle m'explique vraiment parce qu'elle a fait un postdoc aussi aux États-Unis, donc elle est vraiment, pour le côté humain, pour le coup, je l'ai vraiment avec elle, elle me conseille énormément, et justement, elle m'a vraiment conseillé de, justement, tout ce qui est Texas et le fin fond des États-Unis à éviter. Mais par contre, je suis encore, c'est quelque chose qui me stresse, c'est de me dire, si je pars vraiment sur la côte Est, ce qui fait quand même rêver, New York, la Philadelphie, ça a l'air plutôt pas mal, mais je me dis, ce qui me fait peur, c'est aussi les logements, et de me retrouver, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, à devoir payer, prendre de mes économies et être... j'ai quand même envie de vivre une expérience qui soit enrichissante aussi au niveau personnel, de voyager quand même et de visiter. Alors, pour ça, ça dépend aussi du contexte familial. Moi, je suis parti, ma femme elle était enceinte, donc on a eu notre petit franco-américain là-bas, donc c'est un contexte aussi particulier. Si tu es toute seule, que tu voyages toute seule avec un salaire de postdoc à Philadelphie, tu t'en sors. Tu pourras faire des voyages, si le Covid le permet, tu pourras normalement t'en sortir correctement. Si tu vas à San Francisco et tu veux vivre dans le quartier le plus chic, dans un penthouse de 500 mètres carrés, ça va peut-être être compliqué avec un salaire de postdoc. Mais ça aussi, tu peux te renseigner. Il y a plein de sites, j'imagine. Et puis, si tu as d'autres questions et si tu veux un avis différent de la personne qui est dans ton labo, donc qui fait un postdoc dans ton labo, je crois, tu peux me recontacter sans souci. Ok, ça je ne veux pas abuser du temps de Oui, raisonner. c'est ça. Alors, j'ai juste une dernière question Oui. et après, je vais arrêter là parce que sinon, ça va faire trop. Du coup, est-ce que vous pensez que je suis en retard ou pas pour trouver un postdoc pour janvier, ou est-ce que je suis dans les temps? Parce que je sais qu'il faut vraiment anticiper. Mais est-ce que... Alors, actuellement, le contexte pour aller aux États-Unis, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Au niveau des visas, etc., je ne sais pas. Par contre, je pense que tu prends 6 mois à l'avance, c'est bien. Moi, je ne pense pas que tu sois en retard, en tout cas. Je pense que tu m'aurais dit je veux y aller en septembre, ça aurait été peut-être compliqué. Mais s'il y a des offres, donc ça veut dire qu'il y a de l'argent pour travailler dessus. Et 6 mois, tu as le temps de préparer un voyage quand même. Parce que nous, on a trouvé. Moi, j'avais été accepté
en septembre, je crois, fin septembre. J'avais dû répondre en octobre et on a déménagé en janvier. D'accord. Donc oui, c'était assez relativement, enfin ça a été assez vite, je dirais. Ouais, sacré timing. Beaucoup. Merci à toi, Linda. Alors, effectivement, le temps file. Après, s'il y a une personne qui est présente là, veut poser une toute petite dernière question, mais une question de rien du tout, je prends. Et sinon, on va clôturer doucement, mais sûrement, cet échange, même si on a envie de rester ensemble jusque 18h, le goûter, tout ça, ou pas. Pom, pom, pom. Sinon, il y avait une question que j'avais vue voilà, dans la préparation de l'échange d'aujourd'hui. C'était Laura. Alors, je ne crois pas l'avoir vue, mais si jamais elle regarde en replay, ça peut être sympa. Sa question, c'était comment on fait pour chercher un postdoc dans une autre thématique sans lien avec sa thèse ou avec peu de liens peut-être parce que sans lien du tout, bon, ça paraît un peu aventureux. Oui, tu peux pas forcément sauter de la botanique à l'immunologie. Oui, c'est peut-être un peu compliqué. Tu peux faire des liens avec ce sur quoi tu travailles actuellement et pourquoi tu veux aller dans une thématique différente. Ça, c'est possible. Moi, j'ai eu la chance de faire un stage qui m'a permis, en plus, entre ma thèse et mon postdoc, de faire peut-être le lien. Donc, c'est un contexte différent. Je ne veux pas trop aborder là-dessus, mais c'était en Suisse. Donc, il y avait un programme qui m'a permis de faire ça. Et ensuite, j'ai lié la toute petite expérience que j'avais en immunologie via ce stage et la parasitologie que j'avais fait avant pour aller travailler en immunoparasitologie. Bon, c'était surtout de l'immunologie parce qu'en fait, on utilisait les parasites pour induire de l'immunité. Donc, on peut toujours, pour stimuler le système immunitaire, etc. Et on peut toujours, en fait, réussir à trouver des liens. Le tout, c'est de montrer qu'on est intéressé et je pense que ça peut marcher. Si on explique pourquoi on est motivé, pourquoi on veut aller là-dessus et si on a un but, les gens, ils nous écoutent. C'est pas juste dire je postule parce que il me faut un travail absolument et puis je connais pas votre labo mais vous avez fait une offre, je veux y venir. Non. Il faut expliquer et puis normalement ça peut marcher. Après voilà, des fois on peut mettre toute l'énergie du monde, ça marche pas, mais ça veut dire que c'est peut-être pas forcément fait pour nous, ça sera pour une autre. Exactement. Exactement. Une idée, une piste qui ne se réalise pas, c'est la place pour autre chose et j'ai la foi de croire que c'est autre chose de mieux. Super. Maxime, merci beaucoup. Avec plaisir. Oh, c'est déjà fini. Je suis un peu dégoûtée. Pardon ? Ah, pardon, je disais, j'espère que ça va servir à du monde, même si j'ai l'impression qu'on a survolé parce que ça passe à une vitesse folle. Oui, exactement. Alors, pour le petit mot de la fin, avant de vous faire des bisous, Maxime, tu as extrêmement judicieusement parlé de Reza Coaching et je t'en remercie. Vous avez peut-être vu nos posts avec ma partenaire de feu, Asia, donc sur LinkedIn. On propose en fait des modules d'accompagnement. Donc voilà, vous êtes en fin de thèse, en recherche active d'emploi. Alors, plutôt tourné pour recherche dans le privé. Après, il y a tellement de choses qui sont transversales pour la recherche de postdoc, donc à méditer. Donc, Reza Coaching, c'est quoi? C'est un module en 3 temps. En entrée, nous avons Alexis. Alexis est là pour vous aider à préparer votre recherche d'emploi, à vous organiser. Vous ressortez là avec vraiment un plan d'action. Comment faire jouer son réseau, etc. Ensuite, le place est avec moi, ma grande passion des CV, lettres de motivation. Je trouve cet exercice vraiment intéressant parce qu'il faut raconter plein de choses avec son esprit synthétique, bien choisir les mots, faire un peu de marketing avec la mise en forme, enfin bref. Donc voilà, ça c'est le deuxième module. Et le dessert, c'est avec Asia, et ça, je trouve ça, mais juste, c'est son petit côté comédienne qui ressort, les simulations à l'entretien d'embauche. Donc c'est ce qu'on propose. Et alors justement, je voulais vous mettre en commentaire là, dans le chat. S'il y a des gens qui sont intéressés par ce que je viens de décrire, la Reza Coaching, je vous mets le petit Google Forms dans le chat. Comme ça, vous pouvez nous laisser votre email et on vous recontactera plus tard pour en discuter et puis programmer ces modules si c'est OK. Donc voilà, c'était l'instant pub. Maxime, je vais te dire au revoir. Au revoir.
Salut. Non, ben, merci beaucoup encore pour ton temps, pour ta bonne humeur, pour toutes ces explications. Les réponses honnêtes de nouvelles questions, mais bref, je ne cherche plus le postdoc. Les amis, si vous avez encore des questions pour Maxime, je suis sûre qu'il se fera un immense plaisir d'y répondre sur son compte LinkedIn, n'est-ce pas Maxime? Par exemple, oui. Voilà. Sinon, vous pouvez passer, voilà, sinon je récolte aussi les questions. Ça peut être mon compte LinkedIn à moi, celui d'Asia, ça peut être notre adresse Gmail, lesalliances@gmail.com. On est partout, tout le temps, sur Instagram, comme je disais tout à l'heure, donc n'hésitez pas. Encore un gros merci, il faut vraiment que je file. Et je vous dis bon week-end par avance. Merci à tous et Maxime, merci encore pour ta proposition. Je pense que c'était vraiment très utile. Je suis content que ça ait été utile alors. Merci à tous d'avoir participé. Merci.